Dans le cadre de l'émission Livres en partage, Françoise Poli va aujourd'hui vous faire partager son coup de cœur pour le dernier livre de Françoise Chandernagor, L'or des rivières. Bonjour Françoise. Bonjour Élise. Alors oui, Françoise Chandernagor, on la connaît. Énarque, première femme sortie major de l'ENA. Elle est la fille d'André Chandernagor, député de la Creuse, ministre des Affaires européennes du gouvernement Pierre Mauroy. Elle est aussi une romancière de talent qui depuis 1993 se consacre avec succès à l'écriture. Et on peut se rappeler par exemple L'Allée du Roi qui a connu un beau succès avec aussi une belle adaptation pour la télévision. Également La Sans Pareille ou L'Enfant des Lumières et d'autres encore. Euh, Par son lignage maternel, elle est petite fille d'un maçon de la Creuse et d'un artisan coutelier de la Vienne. Et elle fait de son récent ouvrage L'or des rivières, comme l'a dit un critique, une magnifique ode à la Creuse. C'est l'occasion pour elle de revisiter l'histoire familiale et à travers elle, celle de tout ce département avec ses maçons qui ont construit les immeubles haussmanniens de Paris. Elle vit aujourd'hui près de ses racines, elle y retrouve son enfance, les paysages aimés et le passé d'une terre inscrite dans la grande histoire. Et elle témoigne très bien de cet ancrage de la Creuse dans l'histoire. Elle expose aussi ses réflexions, ses inquiétudes devant un monde en proie à des changements rapides et violents. Ainsi, la quatrième de couverture souligne, à travers le sort de ceux qu'elle a connus dans son village et les changements économiques ou climatiques violents de ces dernières années, Françoise Chandernagor, avec son art de conteuse, montre la transformation de cette île hors du temps, son île battue des vents, où longtemps on n'arrivait qu'à pied. Dans un prologue qu'elle intitule Orpaillage, elle explique le choix du titre. Et elle dit que François Nourricier, qui le tenait lui-même de Jean Paulhan, lui avait légué un jour un titre, L'or de la Loire, un titre qu'il se disait trop fatigué pour en faire usage. Et il lui avait recommandé d'en faire bon usage. Et voilà comment elle conclut ce chapitre Orpaillage. Voilà. N'était-il pas temps de présenter enfin la Creuse à la France, comme Péguy en son temps présenta la Beauce à Notre-Dame de Chartres? Cet or de la Loire, qui brillait depuis si longtemps dans ma mémoire, me parut enfin à portée de mots, à condition de transformer le titre, trop somptueux, offert par Paulhan, en un plus modeste, L'or des rivières. J'allais oser, sans crainte des colibés, parler de mon pauvre paradis. Un paradis si discret, si loin des villes, des routes et des modes, si oublié de Dieu et des hommes, que ses enfants devaient s'en arracher pour aller au loin gagner leur pain. Là-bas, ils bâtissaient les maisons des autres, plâtraient les murs, qu'on recouvrirait ensuite de stupes dorés, mais eux savaient où était caché l'or vrai. Et ils se promettaient qu'un jour, dès qu'ils auraient des sous, dès qu'ils auraient le temps, dès qu'ils seraient trop vieux pour soulever un madrier, ils reviendraient vers leur lande familière, reviendraient dans leur village sans route, perdus entre Limoges et Clermont, pour y contempler chaque été, et jusqu'à en être aveuglés, les paillettes de soleil que nos vents fous arrachent aux rivières. Voilà, c'est comment dire, une espèce de déclaration d'amour déjà, hein, que les Creusois font à la Creuse. Alors comme le disait Élise, effectivement, il est vrai que ce livre a vraiment fait partie de mes coups de cœur. Hein. J'avais du mal à le poser quand je l'ai lu. J'avais apprécié d'autres ouvrages de Françoise Chandernagor, mais je trouve que celui-ci est particulièrement original. C'est un coup de maître dans la mesure où elle consacre presque 300 pages à ce département dont elle dit elle-même que personne ne le connaît. Et voilà comment elle le situe, la Creuse, loin d'être une cuvette comme le supposent les ignorants,
offre aux visiteurs entre l'Auvergne, le Berry et le Limousin une succession de collines, de côtes et de plateaux coupés de vallées encaissées. Dans cette province frontière, autrefois plus justement appelée la Haute-Marche, toutes les paillettes des rivières finissent dans la Loire, car c'est une vérité géographique incontestable qu'il ne saurait y avoir d'or de la Loire sans un peu d'or de la Creuse. Je suis même convaincu que pour l'essentiel, l'or de la Loire vient de la Creuse, dont le sol, fortement aurifère, était déjà exploité du temps des Romains. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de vous lire le deuxième chapitre en intégralité, parce que j'espère qu'il donnera envie de lire la suite. Et elle l'a intitulé Chanson des vents, et ce chapitre, il donne vraiment le ton du contenu, du style, de cette ferveur avec laquelle elle nous raconte cette Creuse. Et on y trouve tout son amour pour sa terre, qui est porté par un style extrêmement fluide, brillant, mais très chaleureux, et qui n'est pas sans rappeler parfois une manière d'écrire de Colette, j'ai trouvé. Alors voici ce chapitre 2, Chanson des vents. Nousier, nouserine, nouserolles, automne noir et porte close, ce sifflement, nousier, nouserine, nouserolles, mazo, mazé, mazière, ce sifflement, c'est le vent qui s'introduit sous la porte des exilés, à Lyon, à Lille, à Paris. Chez nous, le vent du nord parle français, le vent du sud, occitan, et d'Aubepierre jusqu'à Peyrener, ils mêlent leurs souffles et leurs accents pour célébrer la beauté triste du pays que nous avons abandonné, ses forêts enchevêtrées, ses éboulis, ses ravins, ses tourbières. Entre les baraques de chantier, la bise glisse des noms, Malval, Malvaux, Malvalais. Elle les faufile dans le galetas où s'entassent les terrassiers, la faille, Fayolle, Fayolet. Les nuages se chargent d'eau et les vents se chargent de mots, des mots qu'en passant ils ont ramassés, noms de villages et de villageois, et qu'ils poussent maintenant sous la porte des migrants comme autant de lettres d'amour et de cartes postales. Pour mieux rattraper ceux qui se sont éloignés, les attacher à jamais, ils vont jusqu'à célébrer la pauvreté du sol, la dureté du caillou. Malroc, pierre bure, roche taillable, claironne le vent berrichon. Peyrat, père mort, père levade, répond dans sa langue le vent limousin. Et ces noms, arrachés à nos landes, font surgir de l'oubli des collines dénudées, détroits défilés, villes montées et villes vallées, combes sauvages et mortes-fonds, des chemins boueux, tous à couvert, et des hameaux, couleur de cendre, tous cachés. Les eaux bondissantes de la Rapidière et du Tourion, avec leurs truites abondantes, il faut marcher au bord des précipices pour les mériter. Et ces grands aplats, liquides, qui plaisent aux carpes rêveuses et aux âmes mélancoliques, moulins noyés, montent à l'étang, les devants longs l'eau, on ne les trouve qu'au bout de vasières mouvantes et de marais empoisonnés. Car de cette misère du pays natal, depuis des générations, les vents chargés de noms nous font gloire. Ô vous, disent-ils, fils et filles des mâts, des loges et des bordes, vous, mauvaises graines de vos mauvais champs, les Jean Fougères, les Jacques Bruyères, tous les Dugenès, les Brousses et les Maltaires, n'espérez pas quand vous rentrerez chez vous y trouver de riches vergers, des vignes et des champs de blé. Les seuls fruits qui vous seront donnés sont les fruits secs dont vous étiez écœurés, les glands, les noix, les châtaignes. Et pour charmer le palais de vos enfants, vous n'aurez que les murs des ronciers. Ce que nous promettent les vents, c'est l'ivresse de l'acharnement et la fierté des survivants. Vivre avec quoi sur cette terre acide? Des nèfles? Mais il est beau, disent-ils, de prétendre qu'on a aimé, qu'on a choisi, l'ortie, l'épine, la fougère, et l'amande de ces noisetiers qui forment, entrelacés, des bouchures le long des chemins, et dressent des écrans autour des prés, haies nourricières qui protègent les villages comme des remparts, dissimulant hommes et bêtes dont les tanières n'apparaissent que par surprise au bout de longs tunnels de feuilles. J'écoute les vents me raconter ce pays secret, l'asile de mes mystères, mes labyrinthes enchantés. Ce pays, qui fut celui de ma mère et de tous ses ancêtres avant elle, m'enveloppe encore, comme les femmes dans leurs longues capes noires enveloppaient autrefois leurs enfants les jours de pluie. Nouzille, nousier, nouzerolle, c'est une comptine qui fait le tour de ma maison, une formule de sorcier.
C'est une fée au charme désolé. Cette terre-là, on ne s'en détache jamais. Font-Loup et le creux de Font-Vergne, nos aïeux ne les quittaient chaque printemps que pour gagner enfin le droit d'y rester. Dans les villes du XIXe siècle, les cercles d'agronomes s'étonnaient. L'hectare de la Marche, qui produisait si peu, coûtait plus cher que les prairies du Poitou et les plaines du Berry. Tous les gâcheurs de plâtres et paveurs, tous les tailleurs de pierre et limousinants, tous ces maçons envolés vers les grandes cités au premier chant du printemps, voulaient en effet de cette terre qui ne rend rien. La lande creusoise buvait sans fin la sueur des migrants. Elle a séché les familles à chaque génération. 3 siècles d'esclavage à la poursuite d'une chimère, quand il aurait suffi, n'est-ce pas, d'investir ailleurs, ou de changer de métier, de partir sans se retourner. Mais s'échapper, non, on ne peut pas. La vie commence et finit près du Cantou. D'ici, on ne part que pour revenir. Mais étais-je vraiment parti? Dès que j'avais pu franchir seul la barrière du jardin et suivre seul les grands chemins, je n'avais eu Dieu, moi aussi, que pour le gris des étangs, le blanc des neiges et le noir des sapins. Dès que j'avais su désirer, choisir et raisonner, j'avais voulu rester là, au village, entre la lande du communal et la cabane du sabotier. Rester pour raconter, écrire pour vivre au pays et pour y mourir aussi. C'est une belle déclaration. Oui, et puis ce chapitre résume un peu le livre. Hein. Oui. Absolument. C'est pour ça que j'ai fait une lecture assez longue de ce chapitre, parce que, oui, je trouve que sa tonalité et son contenu annoncent tout ce qui va suivre. Voilà. Alors, au fil de la lecture, nous allons rencontrer des figures marquantes. Au premier plan, la figure du grand-père maternel, maçon creusois, concepteur et réalisateur d'une maison biscornue en région parisienne. Biscornue, pourquoi? Parce qu'il l'a construite morceau par morceau et qu'elle finit par ne plus ressembler à grand-chose. Hein, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il avait de l'argent, il construisait une autre pièce. Voilà. Alors, voici ce qu'elle en dit de ce grand-père. Elle en dit bien des choses. Hein. C'est la figure dominante. La première voix masculine que j'entendis en ce monde fut celle de mon grand-père, et ce fut lui qui le premier me reçut dans ses bras. Par ses gestes maladroits, il m'apprit la douceur et la timidité de l'amour. Par la suite, vivant chez lui, je découvris aussi à ses côtés les vertus de la ténacité, car à mesure que je grandissais, je vis grandir aussi sa maison biscornue. Peu à peu, au prix d'ajouts divers et d'un travail acharné, notre maçon de la Creuse gagna l'espace et la lumière qui nous manquaient. Alors, je ne vais pas vous lire en entier la maison biscornue, mais un bout quand même, hein, parce que ça vaut la peine. Sur son rez-de-chaussée surélevé, il construisit d'abord un 2 pièces avec terrasse, où dès la naissance de mon frère, il s'installa avec ma grand-mère pour nous laisser l'appartement du bas. Bientôt, la nécessité le poussant, il ne modéra plus ses efforts ni ses ambitions. Tantôt il creusait pour gagner de la place en sous-sol, tantôt il grimpait pour retrouver le soleil. Il commença par évider le sol, sous sa cour pentue. À chaque coup de pioche, ma grand-mère tremblait. Lui riait. N'avait-il pas autrefois étayé les tunnels du métro et sapé pendant la guerre les tranchées ennemies? Apparurent alors les 3 boyaux, une cave, puis une chambrette en demi-étage, qu'il loua à des étudiants parisiens. Un escalier extérieur en colimaçon vint ensuite desservir au 3e niveau 2 pièces, nouvellement accolées à son propre logis, qui furent louées elles aussi. Enfin, de sa terrasse, désormais réduite aux proportions d'un balcon, partit un second escalier, toujours en spirale et en ciment, qui atteignit les combles, lesquels, après modification de la charpente et ouverture de vasistas, constituèrent un 4e niveau. Il le destinait, disait-il, à ses petits-enfants, et sans attendre, il en monta les cloisons. De la courette initiale ne subsistait plus alors qu'un très étroit puits de lumière. Mais ce creux était un sommet, ce puits était un mât, autour de lui tournaient plateformes et paliers, étages et gradins, la maison biscornue avait tout, d'une échelle pour perroquet. Voilà. Et puis, après, il se met à la menuiserie, mais attention, la menuiserie en ciment. Alors, il y a en particulier le portail. Il fabriqua 2 vantaux joliment ouvragés, avec caissons, guirlandes et fioritures. Mais essayez donc de pousser un portail en ciment armé. Ma grand-mère y renonça, et le laissant en permanence entrouvert, nous entrions dans la maison
anophophile à l'égyptienne, de profil. Voilà. Et il construit également une maison au pays, bien sûr, parce que ça se doit. Et elle parle de lui avec en même temps de l'admiration, même pour son courage, pour sa ténacité, beaucoup de tendresse, mais une forme d'amusement aussi. Et elle le rattache très vite à ces fameux maçons creusois dont on a toujours entendu parler. Elle parle par exemple d'un roman, même pas d'un roman, d'un livre de mémoire que son père avait offert au grand-père, les mémoires de Léonard, ancien garçon maçon. Ils ont inspiré pas mal d'écrits, ces maçons creusois. Moi, je me rappelle avoir lu quand j'étais enfant un roman qui ne doit plus être publié, mais qu'on peut peut-être trouver, qui s'appelait Jean-Tout, maçon creusois. Ah oui, ça me dit, Jean Touche Masson Creusot, ça me dit quelque Je chose. pense que nos générations l'ont lu. Hein. Mais je ne connaissais pas l'histoire, moi, de ce maçon migrant, quoi, puisqu'il revenait au pays quand il peut travailler. Alors voilà comment elles présentent leur vie. Hein. Ce qui n'avait guère changé, c'était les conditions de vie de ces migrants dans la capitale. Ils habitaient toujours les quartiers les plus misérables de Paris, soit au centre, dans des ruelles proches de la place de Grève, où les manœuvres trouvaient de l'embauche à la journée, sentine médiévale de Saint-Méry, Saint-Gervais ou Maubert qu'ils partageaient avec les chiffonniers, soit plus à l'extérieur, dans les pauvres maisons en plâtre des nouveaux faubourgs, Grenelle, où leur dortoir avait été bâti à la hâte sur une ancienne décharge, ou bien les Batignolles, dont la population n'était composée que d'ouvriers au chômage, de femmes tombées au ruisseau et d'exilés polonais. Là, les maçons partageaient à plusieurs les lits d'un garni, tenu par un logeur du pays qui leur faisait crédit. Dès l'aube, pour abattre leur journée de 10 ou 12 heures de travail, ils se rendaient à pied sur des chantiers distants de plusieurs kilomètres. Dans cette existence harassante, pas d'autre joie que la chopinette, dûment célébrée par notre hymne régional, la chanson des maçons, le canon de rouge du petit matin, l'agnole de la pause, et pire, le rogome ou l'absinthe du soir, ces élixirs du pauvre, dont beaucoup abusaient. Car cette vie épuisante, cette vie toujours collective, que ce fût en équipe, en bande ou en chambrée, cette vie misérable d'ouvriers peu qualifiés et méprisés, les goujats et garçons maçons ne la supportaient que dans l'attente impatiente des premières gelées, des froidures de décembre, qui, comme chaque année, en suspendant les chantiers, leur permettaient de rejoindre, tête haute et bourse pleine, leur île et leur famille, puisqu'ils partaient au printemps pour les chantiers, et voilà. C'est terrible, hein. Vraiment, elle retrace cette existence avec un réalisme cru. Hein, Oui, mais pas de misérabilisme. Non, il n'y a pas de... non, il n'y a pas de misérabilisme, effectivement. Au contraire, elle fait honneur à leur, oui, à leur dignité, à leur dignité. Oui, et à leur dignité. Alors, autre personnage sur lequel je vais moins m'attarder, parce que c'est une large digression, et comme une espèce de parenthèse dans l'ouvrage, l'image de son père. Ton père a l'ascendance mystérieuse, hein, ce que laisse bien supposer cet étrange nom de famille, Chandernagor. Mais elle rend hommage aussi, et un hommage sans fioriture, à la figure d'une mère à la personnalité très singulière. Et elle raconte, avec beaucoup de verve, l'épisode du préfet. L'épisode du préfet. Elle explique comment, dans leur maison creusoise, vous allez en vacances, la cabane au fond du jardin était un luxe dont en 1960, personne dans notre village creusois n'avait encore eu l'idée. Donc les paysans posaient culottes sur le fumier de leur cour ou dans la taille agorée, puisque les cochons, ce tout à l'égout sur pattes, mangent n'importe quoi. Et voilà qu'un jour, Monsieur Chandernagor, qui a commencé à monter dans l'ascension sociale, doit recevoir le préfet. Donc, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on a un petit réchaud, on a emprunté la vaisselle au restaurant voisin, et bon, tout se présente bien. Alors vous allez voir un peu, il faisait beau. Le martini et l'americano furent servis dehors, sur la table de jardin, que ma sœur et moi venions de repeindre. Le tilleul embaumé, et sous les fenêtres de la maison, les hortensias étaient si fleuries qu'ils ne parvenaient plus à relever leurs énormes têtes. Donc ça se présente bien. Tout se présentait au mieux. Le préfet et sa femme semblaient détendus, si détendus même qu'à l'instant de pénétrer dans notre séjour bleu ciel,
Le préfet demanda discrètement à ma mère « Où puis-je me laver les mains ?» Euphémisme plus chic qu'un simple « Où sont les toilettes ?» Lavabo, toilette, cabinet, WC. De toute façon, cette requête préfectorale était une catastrophe. La honte. Mais dans ces circonstances dramatiques, la maîtresse de maison fut admirable de décontraction. Bien que simple fille de maçon, et n'ayant rien lu ni étudié, ma mère, dans les situations délicates, savait affecter la désinvolture hautaine d'une grande dame. Une assurance qui bientôt impressionnerait tous les grands et demi-grands que la carrière de mon père l'amènerait à rencontrer. D'où tenait-elle cette aisance? De sa grande beauté, j'imagine, et de la certitude que ses robes, qu'elle cousait elle-même dans des tissus bon marché, étaient toujours élégantes, accessoirisées avec originalité et excellemment coupées. Elle avait suivi des cours de coupe, elle était douée. « Tu vois cette robe ?» me disait-elle parfois, en s'admirant dans la glace. Au départ, ce n'était qu'un fourreau à 4 sous déniché à Barbès. Je l'ai entièrement repris. Mais l'essentiel n'est pas là, ma petite. Le grand secret, vois-tu, c'est de savoir l'enlever. Enlever sa robe, l'expression pouvait évidemment prêter à confusion. Mais dans l'esprit de ma mère, elle ne signifie rien d'autre que porter un vêtement avec le chic dédaigneux d'un mannequin de haute couture. Elle enlevait ses robes comme un cavalier sa monture, un orateur son auditoire, un général une place forte. Avec aplomb donc, et tout sourire ce jour-là, sur le seuil de la maison, retour du maçon, ma mère enleva l'obstacle. Elle ouvrit largement les bras en direction du jardin et dit « Ici, c'est dans la grande nature, monsieur le préfet ». C'est admirable. Elle le raconte avec... oui, vraiment, on sent qu'elle revit la scène, hein, une verve. Voilà. Et bien sûr, Françoise Chandernagor n'oublie pas non plus toute une galerie de personnages pittoresques, villageois, affublés de surnoms extrêmement expressifs, héros d'anecdotes savoureuses qui permettent à la romancière en particulier de revendiquer son héritage de Languedoc. Elle cite de l'occitan à plusieurs reprises. Mais le personnage central, c'est la Creuse, bien sûr. La Creuse qu'elle perçoit comme une île, puisque ce département a refusé, dans un premier temps, le chemin de fer, ignoré l'autoroute, on trouve ça, page 42. Oui, on ne pouvait y arriver qu'à pied. Et on ne pouvait y arriver qu'à pied. C'est pour ça qu'elle en parle comme d'une île. Hein, et voilà, et quand elle parle des routes qui y arrivent, c'est invraisemblable. Hein. Alors elle la présente comme une île, mais pas question d'y arriver comme en Polynésie par la mer. Nous n'avons plus d'aérodrome, trop peu rentable, toujours pas de train. Reste la route, une route autrefois lente et difficile. Dans mes souvenirs d'enfance, il me semble qu'il nous fallait souvent 2 jours pour parvenir à destination, avec nos vieilles voitures sujettes, lorsqu'il n'y avait pas d'accident grave, à toutes sortes d'incidents mineurs. Crevaison des pneus, panne de Delco, perte d'huile, encrassement des bougies, fuite d'irradiateurs, etc. Le plus souvent, pour laisser souffler l'auto, une traction Citroën, désormais une 11, acquise d'occasion, après que notre Matford eut brisé sa direction dans l'avance du Soudain. Nous dormions en route chez des amis, du côté de Salbris ou de Romorantin, à moins que nous ne couchions près d'un garage de rencontre, qui avait accepté de bricoler en 24 heures la réparation qui nous permettrait d'effectuer 200 km de plus. À chaque fois, une expédition. La Creuse devenait vraiment, à mon yeux d'enfant, ce Finistéré que le comité régional du tourisme vante aujourd'hui, paradoxalement, sur les ondes. Ne cherchez pas plus loin, la Creuse est notre bout du monde. Voilà. Elle revendique ce bout du monde, hein, parce que cette île, en même temps, elle nous la présente à plusieurs reprises comme un refuge. Elle l'a été après la guerre de 14, elle l'a été pendant l'exode de 1940, elle décrit assez longuement cette arrivée après l'exode, et également elle consacre un passage qui est paradoxal, hein, à la période du confinement des années Covid, et elle l'évoque plus qu'avec plaisir, je dirais même avec délectation. Voilà. Vous allez voir ça, comment elle en parle. Cette réaction atavique des Creusois, fuir Paris, qui nous est tellement étranger, pour regagner notre île protectrice au premier danger, je l'ai eu moi-même au plus fort de l'épidémie de Covid.
Avant que tout déplacement fût interdit et que la France entière se trouvât confinée, j'ai persuadé mon mari et mes enfants qu'il fallait partir. Certes, le gouvernement ne nous menaçait encore de rien et les trains continuaient à circuler, mais pas besoin d'être voyant pour prédire que le ciel allait nous tomber sur la tête. Il fallait donc, sans plus attendre, embarquer dans un vieux corail à destination de n'importe quelle gare de l'Indre, Issoudun, Argenton ou Châteauroux. Nous y trouverions bien une voiture à louer ou à emprunter, au pire un taxi. Je suppliais, c'était une affaire de jour. D'heures peut-être, nous partîmes enfin, quasi sans bagages. 24 heures après, le pays entier était à l'arrêt. Alors après, elle dit combien elle est satisfaite que toute sa famille finalement se trouve à l'abri, les frères, les cousins, tout le monde est dans la Creuse, voilà. Et voilà comment elle a vécu ce confinement. Pour une fois manichée à l'abri, j'ose dire égoïstement, que ce confinement fut, comme autrefois l'exode pour ma mère, l'un des moments les plus heureux de ma vie. Du moins y profitai-je de mes plus longues vacances. Fini les manuscrits à rendre, les conférences à prononcer, les salons du livre et les réunions superflues. Plus de visites inopinées de chers amis, de dîners mondains, de voyages éreintants. Bref, plus d'emploi du temps. La liberté. La liberté dans l'enfermement? Mais oui, d'autant que ma prison embellissait tous les jours. À peine étions-nous réduits à nous-mêmes depuis 2 semaines que dans l'herbe des jardins et des prés parurent les premières fleurs. Et oui, on était au printemps, c'est le premier confinement. Quand le gros oiseau gris qui se prend pour une horloge suisse commença à annoncer le printemps, ses homonymes, les coucous jaune paille, ouvraient déjà dans la prairie leur corolle en forme de cloche. Trop lourdes pour leurs tiges molles, elles s'effondrent sur elles-mêmes avant d'être cueillies, comme si, trop précoces, elles étaient nées fatiguées. Le bouton d'or, malgré la minceur de sa hampe, est plus résistant aux vaches surtout, qui n'en aiment pas le goût âcre et vénéneux. Mais les enfants lui préfèrent le pissenlit, d'un jaune éclatant, qui attire l'œil comme un soleil, et tente la main des moins de 5 ans. Je laisse les petits arracher ses pétales et ravager sa couronne, car ce que j'aime chez lui, ce sont ses feuilles amères qu'à Font-Loup nous mangions avec des œufs durs et des lardons grillés, quand il ne nous restait plus aucune carotte à râper. Pour ma mère, dans la Creuse d'autrefois, varier nos hors-d'œuvre relevait de l'exploit. Les concombres récoltés dans le pays n'étaient jamais que des cornichons petits, amers. Le cresson, encore abondant dans les fontaines, transmettait la terrible douve du foie. Quant aux tomates, asperges et melons, ils restaient inconnus dans la région. Le climat de la Haute Marche, que les gens du XVIIIe siècle surnommaient la Petite Sibérie, ne s'y prêtait guère. Aussi, pour les herbes et les racines, chacun s'adressait-il à son maigre potager et nous au pissenlit. Et elle raconte après toute cette floraison qui explose dans un passage qui rappelle la manière dont Colette célèbre les fleurs en particulier. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Et puis elle évoque aussi, après le confinement, les gens qui méprisaient ce département, qui venaient y habiter. Et qui sont bien contents de venir y habiter. Mais voilà. Elle en parle avec un humour. Elle a beaucoup d'humour. Un humour qui est discret, mais très présent. Distancié, oui, mais qui... Oui. Mais ce n'est jamais méprisant, mais souvent, c'est quand même un peu... elle gratigne un peu quand même. Hein. Alors, il y a quelques noms prestigieux qui émergent dans le récit. Elle rappelle le lien que Claude Monet, en particulier, mais d'autres peintres impressionnistes, ont noué avec la Creuse, en raison en particulier des eaux, des rivières. Et bien entendu, une allusion aux célèbres tapisseries d'Aubusson. Alors, il y a un passage que j'ai trouvé extrêmement original, que j'ai bien aimé, où elle parle de la tapisserie en faisant un parallèle avec le granit creusois. La tapisserie, dont le développement fut rendu possible par la qualité des eaux, a beaucoup à voir aussi avec la texture même de notre pierre locale, le granit. Comme j'aime à caresser une tapisserie, j'aime à caresser le granit. Et je me plais à guider la main des bébés, paume ouverte, sur le grain de la pierre ou la trame de la laine, en leur nommant dans un baiser ce relief qu'ils sentent sous leurs doigts. Granit, tapisserie. Ce rituel et ces mots répétés à chacun de leurs séjours creusois réjouissent mes petits-enfants autant que moi. Car le granit est comme la tapisserie d'essence tactile, délicieusement sensuelle, une structure que la main aveugle
perçoit mieux que l'œil. Alors, à travers cette visite d'un département peu connu, se dessine aussi le portrait de Françoise Chandernagor. On découvre une femme extrêmement chaleureuse, très vivante et très ancrée, enracinée. Oui. Enracinée. On y trouve par exemple son amour des arbres. Ah, on sait. Il y a des passages magnifiques sur les arbres. Alors, je ne veux pas les déflorer, mais je veux en lire un peu. Elle parle en particulier des chênes. Des chênes, il en poussait partout autour de nous, aussi drus que des mauvaises herbes. D'abord au ras du sol, 3 petites feuilles dentelées cachées sous les pissenlits, puis 2 premiers rameaux de 5 folioles chacun, dissimulés dans l'ombre des orties. Enfin, après quelques années d'une croissance discrète dans les fougères et les ronciers, émergeait brusquement du fouillis herbu une tige verte élancée, déjà porteuse d'une houppe en éventail si fournie de verdure qu'on s'étonnait qu'elle eût échappé à l'appétit des chevreuils et à la faim de mon grand-père. De tous les chênes qui avaient ainsi grandi sur nos talus et dans nos champs, je n'avais pas choisi le plus beau, ni le plus haut, seulement le plus proche de notre maison. Quand nous nous apprêtions à regagner la banlieue rouge, que les valises étaient déjà chargées sur le fixe au toit, que mes parents, comme chaque fois, se disputaient sur le nombre de bagages qu'on pouvait encore glisser sur le siège arrière ou sous nos pieds, ma mère optimiste sur le volume de l'habitacle, comme toutes les femmes, répétant excédée « Puisque je te dis que tout va rentrer ». Quand le chat, déjà enfermé dans son panier, miaulait à fendre l'âme, et que mon petit frère tentait en vain d'embarquer une poule naine ou un poussin, je courais sur le sentier en contrebas de l'ancienne chaumière jusqu'à mon arbre. Ce chêne, vu sa taille, ne devait pas avoir plus d'une 60aine d'années, l'adolescence pour un chêne, mais son tronc débordait déjà assez de la haie d'épines et de coudriers pour qu'on pût l'enlacer. Je le prenais entre mes bras et pressais fort, très fort, mon visage contre son écorce grise qui commençait à brunir et se crevasser. Sur cette peau gercée, qui est au chêne ce que la première barbe est au teenager, je frottais mes joues, je posais des baisers. Je n'osais pas vraiment lui parler, comme le faisait, dit-on, le futur Charles III d'Angleterre, avec ses arbrisseaux, ce qui lui valait auprès des imbéciles une réputation de cinglé. Mais à cet arbre aimé, je faisais intérieurement la promesse de revenir bientôt, et pour me rassurer moi-même, j'avais à ma manière réinventé la communion. Je prélevais, au pied du chêne, une pincée de terre, et je m'obligeais à l'avaler. Naturellement, je détestais le goût de l'humus, cette sensation grumeleuse qu'il me laissait sur la langue, et la pâte épaisse qu'il formait avec la salive, en passant dans ma gorge. Mais à quel sacrifice n'aurais-je consenti pour incorporer à mon être cette terre nourricière que je ne me résignais pas à abandonner, que je n'étais jamais sûre de retrouver. Il y avait tant d'accidents dans nos vies. Voilà. Et je trouve ça la dépeint très très bien. Alors on y trouve aussi sa tendresse pour les enfants. Il y a une très jolie scène qui met en scène son plus jeune petit-fils que l'on a habillé, dit-elle, comme un poussin. Hier, assise sur le perron, j'admirais le plus jeune de mes petits-fils, déguisé comme un poussin en blanc et jaune à l'occasion d'un mariage. Son père, en rajustant la large ceinture de ce garçon d'honneur miniature, lui fit promettre de ne pas se salir avant de monter en voiture. « Top là, dit-il, et le petit, caressant de sa main minuscule la large paume paternelle, topa avec gravité. Mais à peine mon fils eut-il le dos tourné, que son chérubin, qui n'a pas 2 ans, et reste mal assuré sur ses jambes, tomba sur les fesses au beau milieu de l'allée. Position qui dut finalement lui paraître plus naturelle que la station debout de l'Australopithèque, puisque sans chercher à se relever, il se mit à avancer à toute vitesse sur son derrière. De la sorte, il se trouva à la juste hauteur pour découvrir émerveillé l'une des plus grandes richesses que notre monde offre au bébé, le caillou. Il se mit à ramasser à pleine main ceux de l'allée, sans même les trier. S'apercevant alors que je le regardais, il se rapprocha de moi, toujours sur le fond de son pantalon, et m'entendit une pleine poignée, pour pouvoir en ramasser d'autres sans doute, qui ne seraient ni mieux, ni pire, mais nouveaux. Ah, la nouveauté, cette illusion universelle. Je pris son cadeau. Il avait, en me le présentant, les mains aussi grises que sa culotte.
et le remercier d'un baiser. C'est un joli passage, ça aussi. Mais on y rencontre également une femme lucide, sévère, pessimiste même, devant certains changements inéluctables du monde. Il y a un passage, par exemple, où elle évoque la canicule de 2003, avec beaucoup de distance et de sévérité. Et l'occasion, elle est aussi, cette canicule de 2003, pour elle, comme pour beaucoup de gens sans doute, l'occasion d'une prise de conscience. Il me fallut la canicule de 2003 pour m'apercevoir que quelque chose changeait. À Verneige, je vis les chênes séculaires séchés sur pied au sommet des collines granitiques. Et l'absence de pluie, conjuguée à l'interdiction des arrosages, me fit perdre 2 petits figuiers que je venais de planter. Des figuiers tout de même. L'Europe dérivait-elle vers le Sahara? Les nuits surtout devinrent très chaudes, ce qui n'arrivait jamais dans notre pays pocagé, a fortiori dans une maison comme la mienne, construite au milieu des étangs. Pour la première fois, j'enviais les propriétaires de piscines. Jusque-là, je les plaignais plutôt, car en Creuse, l'unique piscine publique et les très rares piscines privées devaient être chauffées même en juillet et août, ce qui rendait leur usage hors de prix. Donc, il y a une conscience là. Et il y a en même temps chez elle un regard vers le passé, mais elle ne se veut pas passéiste. Il y a un regret, peut-être une forme elle dit qu'elle est plus mélancolique que nostalgique. Et elle évoque le fait évidemment que ses petits-enfants se moquent un peu d'elle. C'était mieux avant. Dès que je me permets de souligner devant mes petits-enfants une de ces anomalies climatiques nouvelles ou de nos lubies sociétales toutes neuves, je m'attire cette rengaine moqueuse. Ah, c'était mieux avant, n'est-ce pas? Que leur répondre? Que ma nature me porte davantage à la mélancolie qu'à la nostalgie, et que si j'appréhende l'avenir, je n'embellis pas exagérément le passé. Et c'est vrai, hein, tout ce qu'elle raconte, elle ne l'embellit pas, elle ne l'idéalise pas non plus. Hein, parce que souvent c'est ça, a tendance à idéaliser le passé. Que je ne suis conservatrice qu'à la manière dont certains sont par profession conservateurs du patrimoine. Qu'enfin on ne saurait attendre de la descendante d'une si longue lignée de maçons qu'elle aspire à déconstruire. Mais peut-être devrais-je simplement leur dire que tous ceux qui ont assuré un jour que c'était mieux avant et déploré les changements auxquels ils assistaient n'avaient pas forcément tort. Et elle évoque Saint Jérôme et, je crois, Saint-Augustin. Et alors, où elle est sévère hein, par rapport à ce qu'elle appelle là, des lubies sociétales, c'est lorsqu'elle parle des outrances du zadisme. Et là, on s'aperçoit qu'on a affaire à une femme... Ah oui, c'est pas une écolo non, voilà, militante. Voilà. Et elle est extrêmement sévère. Hein, et ce passage, je l'ai trouvé particulièrement bien écrit. Combien de temps encore pourrons-nous vivre ainsi heureux et cachés? Toute terre inconnue, toute île non répertoriée à ces pirates, hélas. Les nôtres se sont installés sur la côte sud, avec vue sur les bruyères corréziennes. En quelques années, profitant de l'épaisseur de nos sapinières et de la faiblesse de la population, à Gentioux et Folla-Montagne, nos déserts ne comptent plus que 6 habitants au kilomètre carré. Ces adeptes d'une insurrection violente et d'une vie nonchalante ont pris possession des hameaux les plus reculés de la montagne limousine. Parisiennes en rupture de banc, à la fois fils à papa et assistés sociaux, ils zonent, ils squattent, ils campent, ils yourtent. Profession zadiste. De cette montagne devenue leur repère, leur pays conquis, ils chassent les derniers indigènes, puis lancent des raids jusqu'à 200 km de leur base. Après avoir, pour se distraire, vandalisé quelques antennes relais et caillassé 2 ou 3 gendarmeries, ils remontent en maître dans nos forêts creusoises, creux des collectifs éphémères, des pseudo-syndicats illégaux, et s'amusent des médias locaux en se présentant tous sous le même nom et en posant de dos. Ils vivent entre eux, ne se mélangent pas. Ce ne sont pas des immigrés, ce sont des colons, ignorants et destructeurs. Certains brûlent les engins des bûcherons limousins ou coupent leurs câbles de frein parce qu'ils considèrent notre forêt de Douglas comme une zone à défendre. Ils la croient quasi primaire,
alors qu'elle a été plantée il y a 60 ans pour remplacer les landes que ne parcouraient plus les moutons et les bergers. D'autres attaquent les étangs des vieux moulins, qu'ils assimilent aux bassines au nid. Les plus ardents barbouillent nos monuments aux morts, en effaçant les patronymes locaux, et arrachent nos drapeaux du fronton des écoles, pour y planter l'étendard palestinien. Ils barrent nos routes, et déplacent la nuit les poteaux indicateurs, pour égarer les motards en balade, car étrangers au pays, ils n'aiment guère à y croiser d'autres étrangers. Se jugeant désormais propriétaires des lieux qu'ils ont envahis, ils craignent d'y voir arriver des rivaux. Ces colonisateurs agités, on peut avoir avec les doux hippies 68ards, néo-bergers biberonnés à la marijuana, qui s'installaient dans les fermes cévenoles, avec l'intention affirmée de les retaper, réveiller les écoles de village en y envoyant leurs enfants, relancer l'élevage des brebis, et finissaient par vendre sur les marchés plus de fromage de chèvre que de barrettes de chanvre. En dépit de leurs chemises indiennes et de leurs pantalons à franges, ces immigrés babacools s'étaient vite intégrés à la culture locale. Nos rebelles contemporains s'opposent au peuple ancien, comme aurait dit les Khmers rouges. Ils prétendent soulever la terre, mais l'ont-ils jamais biné? Ils vivent sur la bête, ne bâtissent pas, ne cultivent pas, n'engendrent pas. Aussi faut-il espérer que, comme autrefois les pirates des Caraïbes, ils disparaîtront par extinction naturelle. La sauvagine dévorera les derniers, la forêt effacera leurs traces. Voilà. Alors cette femme qui apparaît souvent bienveillante, hein, c'est vrai qu'il y a une chaleur humaine, mais quand elle n'aime pas quelque chose, elle a une manière de le dire qui est virulente. Hein, et je pense que ce passage est intéressant. Puis, il y a quelque chose d'intéressant aussi, elle dit qu'elle aime les vaches. Oui. Mais elle ne va pas se promener parmi les vaches comme font certains touristes. Et elle dit qu'elle aime les vaches, mais qu'elle aime aussi manger un bon beefsteak. Mais voilà. Et puis elle a une connaissance. Elle sait très bien qu'on ne se met pas au milieu d'un troupeau de vaches. Voilà. Et donc ce qu'on peut dire lors des rivières, c'est que c'est une œuvre vraiment très personnelle, très authentique. Il me semble qu'il faut la lire avec autant de gourmandise que de curiosité, tant Françoise Chandernagor, avec ce style à la fois simple mais riche, elle sait nous prendre par la main. Je trouve qu'elle nous donne envie d'aller voir la Creuse. Voilà. Elle nous fait partager son amour pour cette terre, pour ses secrets et pour toutes ses richesses, malgré la pauvreté qui demeure, hein, c'est une terre pauvre, ça a toujours été. Oui, bon. Merci Françoise de nous avoir raconté avec autant de brio ce livre qui évoque les souvenirs d'enfance de Françoise Chandernagor dans ce département de la Creuse, département à la nature si sauvage, si rude, hein, oui, c'est selon rude, ces oui. mots. Hein. C'est rude. Vous nous avez montré comment cette écriture si poétique et si précise aussi, hein, quand elle décrit les plantes, les arbres, concernant cette nature si belle, fait de la lecture de l'Or des rivières un véritable enchantement. Enfin, ah oui, c'est un enchantement. Moi, j'avoue que quand je l'ai pris, je ne l'aurais pas posé. Hein,